Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire assez incroyable, l'évasion du Stalag Luft 3 en mars 1944, souvent appelée la Grande Évasion. On parle d'un camp pour officiers aviateurs alliés près de Sagan, conçu pour être absolument inviolable. Jusqu'à 12 000 prisonniers quand même. Oui, et c'est ça qui est fascinant, ce paradoxe. Un camp réputé, imprenable. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre comment une opération aussi complexe, aussi audacieuse, a pu être montée. Alors justement, comment ils ont fait? Parce que les mesures de sécurité allemandes, c'était quelque chose, non? Ah ouais, c'était du sérieux. Imaginez, double clôture de barbelés, des miradors partout, avec des mitrailleuses, une zone de tir à découvert, ce qu'on appelle le no man's land. Hmm. Et même les baraquements, ils étaient surélevés exprès pour qu'on ne puisse pas creuser juste dessous. Ah, d'accord. Et puis le sol, un vrai piège, une fine couche de terre grise, mais en dessous, du sable, jaune vif, très friable. Impossible à cacher, en théorie. Et jaune vif, donc hyper repérable. Exactement. Et pour couronner le tout, des microsismiques enterrés, pour détecter le moindre bruit de tunnel. Des micros souterrains. Ah ouais, quand même. Ça montre bien leur obsession des tunnels. Mais malgré tout ça, euh, l'envie de s'échapper était plus forte, j'imagine. Oui, pour deux raisons en fait. D'abord, l'incertitude. Ne pas savoir quand la guerre finirait, quand il rentrerait. C'est usant. Bien sûr. Et puis, il y avait le sens du devoir. Continuer le combat. Chaque évasion, même ratée, forçait les Allemands à mobiliser énormément de monde pour la traque. Des soldats, la Gestapo, ça détournait des ressources précieuses du front. C'était une forme de résistance active, en somme. Tout à fait. Et face à tous ces obstacles, l'organisation, elle a dû être phénoménale. J'ai lu qu'ils avaient un comité d'évasion. Absolument. Une structure très organisée, impliquant environ 600 prisonniers. Très secret, bien sûr. 600 personnes, c'est énorme. Oui. Et leur plan initial était assez malin. Creuser non pas un, mais 3 tunnels en même temps. Ils les avaient surnommés Tom, Dick et Harry. Ah, les fameux Tom, Dick et Harry. C'est ça. L'idée, c'était que si les Allemands en découvraient un, eh bien, il en resterait d'autres. Logique. Et finalement, c'est Harry qui est entré dans la légende. Oui, Harry. Son entrée était cachée sous un poêle. Ingénieux. Et il fallait descendre à plus de 7 mètres de profondeur pour passer sous les micros. 7 mètres. C'est considérable. Ah oui. Et l'étayage, ils ont utilisé des milliers de planches de lit, des bancs, des morceaux de meubles. Mais comment ils obtenaient tout ce bois? Astucieux. Là encore, les prisonniers déclaraient leur matériel, les lits surtout, comme étant défectueux. Les Allemands, assez méthodiques, les remplaçaient, fournissant sans le savoir le bois nécessaire au tunnel. C'est incroyable. Ils fournissaient eux-mêmes le matériel d'évasion. En quelque sorte, oui. Il y avait aussi un système de rails et de petits wagonnets pour évacuer le sable et transporter les hommes et le matériel. Très sophistiqué. Et ce fameux sable jaune. L'évacuation, ça devait être le plus gros défi, non? Comment ils faisaient pour pas se faire repérer? C'était le rôle des pingouins. C'est le surnom qu'on donnait aux prisonniers chargés de ça. Les pingouins. Pourquoi? À cause de leur démarche, sans doute. Ils cachaient des petits sacs remplis de sable dans leurs pantalons, au niveau des genoux. Et ils marchaient ensuite, l'air de rien, pour aller le disperser. Où ça? Un peu partout. Dans les petits jardins potagers qu'ils cultivaient, sous les gradins du théâtre construits par les prisonniers, ils le mélangeaient discrètement à la terre grise de surface. Fallait oser, hein. Tout ça sous le nez des gardes et de ces fameux furets, les spécialistes allemands de la détection. Exactement. Les furets, c'était leur hantise. Il y avait tout un système de surveillance mis en place par les prisonniers pour alerter les tunneliers dès qu'un furet approchait. Une coordination sans faille. La tension devait être permanente. Mais il y a eu des revers quand même. Le tunnel Tom a été découvert. Oui, en septembre 1943. Un coup dur, ça a mené au transfert de pas mal de prisonniers américains qui étaient très impliqués. D'accord. Donc, après ça, tous les efforts sur Harry, c'est ça. Concentration sur Harry. Et pendant ce temps, d'autres équipes travaillaient d'arrache-pied. Fabrication de faux papiers d'une qualité bluffante apparemment, de boussoles artisanales, adaptation de vêtements militaires en habits civils, dessins de cartes. Et tout ça dans un camp de prisonniers. Comment ils obtenaient le matériel de base pour les faux papiers, les encres, etc. Beaucoup de troc. Avec certains gardes, moins regardants. Contre des denrées rares venues des colis de la Croix-Rouge. Café, chocolat, cigarettes. Le système D poussé à son paroxysme. Tout à fait. Et on arrive à la nuit du 24 mars 1944, la nuit de l'évasion. Harry est terminé. 111 mètres de long, c'est énorme. Colossal.
Environ 200 hommes sont prêts, sélectionnés selon des critères précis, ceux qui ont le plus travaillé, ceux qui parlent allemand, etc. Tout est prêt, mais ça ne se passe pas exactement comme prévu, c'est ça? Non. Premier gros problème, la trappe de sortie. En bois. Avec l'humidité du tunnel, elle a gonflé et elle est coincée. Oh non. Ils perdent presque une heure, un temps précieux pour réussir à l'ouvrir. Il est déjà tard, vers 22h30. Le stress a dû monter d'un cran. Et ce n'est pas fini. Deuxième mauvaise surprise, et de taille. Le tunnel, il ne débouche pas dans la forêt, comme prévu. Ah bon? Ou alors? Juste quelques mètres avant, en plein dans la zone surveillée entre la clôture et les arbres, en plein no man's land. Pas possible. Mais c'est terrible. Le plan tombe à l'eau, là. Eh bien non. C'est ça qui est fou. Ils décident de continuer quand même. Le risque est immense, mais ils sont allés trop loin pour reculer. Quelle audace. Ou quel désespoir, peut-être. Comment ils font alors pour sortir sans se faire voir? Ils improvisent. Un système avec une corde, un homme rampe jusqu'à l'orée des bois et tire sur la corde pour signaler quand la voie est libre entre les rondes des sentinelles. D'accord. Un par un. Un par un dans le froid glacial de mars. C'est lent, c'est terriblement tendu. En 6 heures, 76 hommes réussissent à sortir et à disparaître dans la nuit. 76 hommes. C'est quand même un succès incroyable vu les conditions. Oui, mais vers 4h55 du matin, alors que le jour commence à peine à poindre, une sentinelle aperçoit une silhouette près de la sortie du tunnel. L'alerte est donnée immédiatement. Fin de l'opération. Et là, j'imagine, la réaction allemande a été... Massive. Une traque énorme est lancée. On parle de 60 000 voire 70 000 hommes mobilisés. Soldats de la Wehrmacht, police, SS, Gestapo. 70 000 hommes pour retrouver 76 évadés. Oui, le bilan final est tragique. Sur les 76, seuls 3 réussiront leur évasion jusqu'au bout. Seulement 3. Qui sont-ils? 2 Norvégiens, Per Bergsland et Jans Müller, qui ont réussi à rejoindre la Suède neutre, et un Hollandais, Bram van der Stok, qui a traversé l'Europe occupée, France, Espagne, pour atteindre Gibraltar. Un périple incroyable. Et les autres? Les 73 repris? C'est là que l'histoire prend une tournure vraiment sombre. Hitler est entré dans une colère noire en apprenant l'ampleur de l'évasion. Il a ordonné des représailles exemplaires. Mais les conventions de Genève protégeaient les prisonniers de guerre en cas de tentative d'évasion, non? Ce n'était pas un crime capital. Absolument. Normalement, c'était quelques semaines de cellules, rien de plus. Mais Himmler et la Gestapo ont reçu l'ordre direct d'Hitler de passer outre. Et donc, Sur les 73 récapturés, 50 ont été assassinés. Exécutés sommairement par la Gestapo, par petits groupes. Souvent d'une balle dans la nuque, au bord d'une route. mon Dieu. On a fait croire qu'ils avaient de nouveau tenté de s'enfuir pendant leur transfert. Un mensonge éhonté. C'est un crime de guerre caractérisé. Et les autorités du camp? Le commandant von Lindeiner, Hmm. il a été démis de ses fonctions et menacé de cour martiale, mais finalement emprisonné. Les cendres des 50 hommes exécutés ont été renvoyées au Stalag Luftri, dans des urnes. Un avertissement sinistre pour les autres prisonniers. Quelle fin terrible pour une opération marquée par tant d'ingéniosité et de courage. Oui. Après la guerre, la Royal Air Force a lancé une enquête spéciale, la Special Investigation Branch, pour traquer les responsables de ces meurtres. Plusieurs ont été jugés, notamment à Nuremberg. Il a été atteint, non? Avec cette mobilisation massive pour la traque. Oui, indéniablement. Pendant près d'un mois, des dizaines de milliers d'hommes ont été mobilisés pour cette chasse à l'homme. Des ressources détournées du front ou de la surveillance intérieure. Donc, même si le coût humain était effroyable, l'impact militaire, lui, a été réel. Une histoire d'ingéniosité, de détermination, mais aussi de brutalité et de crimes de guerre. Et pour conclure, il y a un détail qui m'a frappé dans les sources. Lequel? Malgré les exécutions, malgré l'avertissement terrible envoyé par les nazis, le message clair que l'évasion n'était plus un jeu toléré, Oui. eh bien, les prisonniers restant au Stalag Luft 3, ils ont presque immédiatement recommencé à creuser un autre tunnel. C'est exact. Incroyable, n'est-ce pas? C'est plus qu'incroyable. Ça laisse songeur. Qu'est-ce que ça dit de l'esprit humain, de cette volonté de liberté qui semble plus forte que tout, même face à la mort quasi certaine? C'est une question qui dépasse cette histoire, je crois. Oui, ça nous interroge tous sur la résilience et l'espoir, même dans les situations les plus sombres. Tout à fait.